on parle série, nous. Un si grand soleil, plus belle la vie, voilà. Puisqu'il est débatteur au croisé, Jérôme Bertin dans le couloir aujourd'hui. Alors Jacques Miard, vous n'aurez pas cette chance. Vous regardez Plus belle la vie de temps en temps, Jacques Miard? Bonjour. Oh, je perds pas mon temps, vous savez. Oh, ça c'est pas gentil alors, hein. Ça c'est pas gentil du tout, c'est une très bonne série. Oh ouais, mais on s'en fout, il y a tellement de séries à regarder. Alors, oui, on en a une ce soir à 20h30 avec tous les candidats. Il y a une série. Sur France 2. Oui, c'est la dernière d'une série. C'est la dernière. Elle est importante, ça. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Bon. Oh bah si. Voilà, vous faites quoi le soir? Eh ben, vous savez, quand vous gérez une ville de 24 000 habitants, eh bien, vous passez votre temps à regarder des parapheurs, à remonter des dossiers. On est en train d'acheter l'hippodrome de Maison-Lafitte, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ah bah Monsieur le maire, vous savez que j'ai habité Maison-Lafitte, j'étais à l'Ermitage. Nicolas Jeannetet, qui est directeur des centristes et conseiller de Paris. Eh bien, écoutez, je vous félicite, je regrette simplement que vous ne veniez pas y payer des impôts. Mes parents l'ont payé pendant des années, mais voilà. Ah bah c'est très bien, bravo. Quel débat. Nous avons un autre élu avec nous sur ce plateau, Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine et secrétaire national du PS. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Honoré Patrie, Jacques Miard, donc maire LR de Maison-Lafitte, et Sophie de Menton qui est restée avec nous, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Beaucoup de sujets aujourd'hui. Joséphine Baker au Panthéon, Zemmour qui va déclarer sa candidature aujourd'hui. Est-ce que c'est le bon timing avec cet hommage justement à Joséphine Baker, avec le dernier débat des Républicains? J'aimerais bien qu'on parle des antifas, deux poids, deux mesures, ces antifas qui cassent, qui manifestent violemment, en particulier contre Éric Zemmour. Et c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué le doigt d'honneur, mais on n'a pas beaucoup évoqué tout ce qu'il y a eu, tous les troubles à l'ordre public qu'il y a eu et qui se produisent assez régulièrement quand ceux qu'on appelle les antifas ne sont pas contents. Et puis peut-être que nous parlerons de Micron. J'avoue que je ne sais pas très bien quoi dire parce que je pense qu'on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose, on sait même pas. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Mais oui, non, mais après on peut dire faut-il fermer les frontières, faut-il s'affoler? Ouais. Moi, voilà. Bon, bref. En tout cas, les scientifiques ne nous disent pas grand-chose pour l'instant. Beaucoup de sujets. C'est plutôt rassurant. Jacques Miard, commençons avec vous avec un sujet important. Oui. Alors, c'est un coup de gueule. Oui. C'est un coup de gueule contre la maire. Ça m'étonne venant de vous. De Strasbourg. Mais non, mais il faut quand même. C'est ça, Sud Radio. Parlons vrai. C'est un coup de gueule contre la maire de Strasbourg qui vient de bannir, n'est-ce pas, le foie gras des réceptions de la mairie. Alors, elle a le droit, mais je trouve premièrement, c'est contre-productif, parce que ça, c'est le genre de choses, quand un maire fait ça, c'est le meilleur moyen de faire de la pub justement pour le foie gras et de faire un bras d'honneur au maire. Bien sûr. Donc, je crois que c'est une erreur. Je comprends parfaitement qu'il y a un problème de souffrance animale, mais il ne faut quand même pas exagérer non plus, parce que si on va dans ce sens-là, je pense qu'il y aura beaucoup de conséquences sur un certain nombre, par exemple, d'abattages, sur lesquels, si jamais on commence à parler de tout ça, eh bien, on aura des retours de bâton. Donc, je crois que c'est une bévue monumentale, et c'est la raison pour laquelle moi, je raffole pas du foie gras, encore que il m'arrive d'en manger et j'en mange. Mais alors, ça nous est égal. Moi, j'adore ça, le foie gras. Oui, mais je suis désolée, là je suis très, très nuancée sur ce sujet. Le gavage des oies, c'est quelque chose qui me touche énormément, c'est quand même une souffrance animale terrible. Je suis désolée, j'y suis très sensible. Quand vous abattez un bœuf, c'est aussi de la souffrance. Un veau, vous mangez du veau. Mais oui, non mais attendez, je suis nuancée. Oui. Je suis sensible à la souffrance animale. Je pense qu'aujourd'hui nous avons les moyens de continuer à manger des animaux. Des animaux morts, comme disent les Verts, mais en évitant ces souffrances. Je pense qu'il y a des progrès à faire. Si le foie gras, ça a été terriblement dénoncé, que la mère décide de donner l'exemple et de ne pas en manger. J'ai pas dit que j'en mangerais pas. J'ai pas dit que ceux qui en mangeaient étaient criminels, mais elle a le droit de le faire. Ça peut être le rôle du politique d'attirer l'attention sur ces souffrances animales. Alors ça, c'est vraiment du en même temps à la Macron, hein. Pardon ? Vous défendez une thèse à la Macron qui est du en même temps. Hein. Bravo.
C'est ça. Est-ce qu'elle souffre vraiment? Est-ce qu'elle souffre vraiment? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Écoutez, d'après ce que je vois, c'est non, mais les images sont pas belles, c'est vrai, effectivement. Bon. Je crois que tous les animaux souffrent. Bon, franchement, tous les animaux. Moi, je voudrais le point de vue de l'élu que vous êtes. Est-ce que c'est le rôle du maire de dire je ne mettrai plus de foie gras à ma table? Est-ce que vous le feriez? La première question, effectivement, à laquelle je réponds bien volontiers, est-ce que je le ferais? Moi, non, pas spécialement. Ce qui m'empêche pas d'être sensible aux questions de souffrance animale, mais je partage les questionnements qui sont les vôtres sur les souffrances, etc. Après. C'est pas la première fois que, pour faire symbole et dénotant quand même d'un certain sectarisme, on a des élus verts qui décident de bannir, d'ostratiser. Et d'ailleurs, la maire de Strasbourg, je l'ai lu ce matin, alors j'ai pas les détails de cette affaire-là, mais elle a banni le foie gras et aussi les élus socialistes de sa majorité, puisqu'elle a retiré sa délégation à une de ses adjointes après la démission socialiste. Après offrir du foie gras à table à la mairie, c'est quand même pas en général. En termes de rigueur budgétaire, c'est pas terrible non plus. Maintenant, il y a du foie gras, c'est bon marché, justement. C'est comme le champagne. Il y a du et d'ailleurs, on m'expliquait hier que le foie gras est originaire d'Alsace. En fait, c'est devenu une tradition dans le sud-ouest. C'est donc un reniement des traditions alsaciennes en plus. Alors, plusieurs réactions. Stéphane nous dit les canards et les oies se gavent naturellement. Il faut redescendre sur terre. Sylvie nous dit arrêtez de comparer le gavage industriel et le gavage traditionnel. Et Xavier nous dit je suis très sensible à la souffrance humaine de ceux qui perdront leur emploi si on interdit le foie gras, souffrance des employés. C'est une très grosse industrie également. J'ai pas dit qu'il fallait interdire, j'ai dit qu'il y avait une souffrance animale. Est-ce qu'on peut chercher comment faire pour... On fait tout. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable qu'on soit pas capable. Dans les saucisses de Strasbourg, il y a aussi de la souffrance animale. C'est une dérive, à mon avis, sectaire. Et c'est l'idéologie plein pot. Donc il y a un moment, ras-le-bol. Oui, quand vous voyez des élevages de poulets tous entassés les uns sur les autres. Mais il y a grâce à quoi? Grâce à des réactions. C'est un problème sanitaire. Ça, c'est un problème sanitaire. Et vous nous direz, je vous donne raison. Un teasing d'enfer, vous nous direz ce que vous pensez du sapin, par exemple. du sapin pas mort, mais mort, qui a été édifié à Bordeaux. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour les débats entre 11h et midi, avec aujourd'hui Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, Nicolas Jeannetet, directeur des Centristes et conseiller de Paris, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et Romain Colas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Joséphine Baker au Panthéon, Zemmour qui déclare sa candidature aujourd'hui, les antifas 2 poids 2 mesures, et puis Omicron, faut-il fermer les frontières? Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout traiter, mais on va essayer. Donc nous parlions vous évoquiez le gavage, la maire de Strasbourg qui interdit le foie gras. Il y a donc le sapin, je ne sais pas si vous l'avez vu, Jacques Miard, le sapin de Noël de Bordeaux qui est en verre et en verre recyclé et en métal qui pèse plusieurs tonnes, donc pour éviter les arbres morts. Et effectivement, ce sont des décisions de maires écologistes. Romain, on reste également un peu dans l'idéologie. Avec vous, c'est un coup de gueule? Oui, un coup de gueule. Alors pour le coup, je suis le premier à dénoncer les poussées, parce que ça arrive, de sectarisme d'un certain nombre de maires Europe Écologie Les Verts. Autant il y a une maire Europe Écologie Les Verts qui dirige une majorité plurielle à Besançon, qui s'est fait tomber dessus à bras raccourcis, d'abord par une élue du Front National, ensuite par Éric Ciotti qui a sauté là-dessus, et ensuite par tout ce que la droite de la droite compte de tweetos. Au départ de l'affaire, on a une manifestation qui s'appelle Fantastique Décembre. Fantastique Décembre, ça existe depuis 2019 à Besançon, et c'est en fait une opération commerciale. Donc c'est une grande banderole lumineuse. Mais c'est pas qu'une banderole, c'est une opération commerciale sur le mois de décembre où les commerçants de Besançon font un certain nombre d'animations, de promos, etc. Et qu'est-ce que nous dit le Front National, Éric Ciotti, puis toute la fachosphère? C'est un scandale. On a ripolliné la façade, mais ça reste le même fonds de commerce. Faut pas exagérer non plus. Décembre, c'est un scandale. On fait disparaître les racines chrétiennes de notre pays puisqu'on remplace Joyeux Noël par Fantastique Décembre.
Et ça démontre à quel point il y a une forme d'hystérisation du débat public. Je dis pas qu'il y a une minorité agissante et que moi je combats à titre personnel, adepte de la cancel culture, etc. Mais en fait, ces gens-là sont les alliés objectifs et alimentent toute cette extrême droite ou droite extrême qui a envie de sauter sur la moindre polémique et parfois même de l'inventer pour alimenter une petite boutique électoraliste. Et donc là, on a un exemple parfait d'un fait qui est falsifié par quelqu'un qui prétend exercer quand même une responsabilité particulière dans la République, qui est celle de la présidence, en l'occurrence Éric Ciotti, pour satisfaire un projet politique. Et moi, je désespère, honnêtement, je désespère. Il y a des gens avec qui je peux débattre, dont je ne partage pas les convictions, mais dont j'estime qu'ils restent dans un champ républicain où on ne prend pas les gens pour des cons et où on assume de discuter sur des vérités et à assumer des désaccords. Mais quand on transforme les faits, enfin, c'est exactement la même chose, on en reparlera après, que Zemmour qui tente de réhabiliter Pétain et qui met sur un même plan les résistants et Pétain. Ces gens-là réécrivent l'histoire, que celle-ci soit ancienne ou soit immédiate, au service d'un projet politique et de leur idéologie. C'est minable. Oui, sur le principe, oui, mais je pense que là, c'est plutôt les réseaux sociaux qu'il faut accuser, parce que je pense que Éric Ciotti et les autres, alors c'est une erreur d'Éric Ciotti, de ses conseillers en communication, ils ont vu la photo, ils se sont dit pourquoi il n'y a pas marqué Joyeux Noël, et effectivement, ils sont partis là-dessus. Je crois qu'il y a aussi... Mais ça part pas de nulle part non plus. Enfin, quand je dis ça part pas de nulle part, c'est-à-dire que le Joyeux Noël a quand même été supprimé de notre vocabulaire. Je voyais une commissaire européenne recommande de ne plus utiliser Noël, les noms chrétiens et le masculin qui sont jugés non inclusives et offensantes. Alors donc moi je vais vous répondre sur le fond. Non, quand je dis qu'il y a des gens, pardonnez-moi, qui considèrent qu'il faut effacer notre histoire pour ne froisser personne, je pense qu'ils ont, c'est la woke culture, la cancel culture, je pense que c'est une minorité, et que cette minorité, il faut la combattre. Ça sert à rien non plus de sauter sur n'importe quoi. Mais moi, je veux dire, je suis maire d'une commune, je suis maire socialiste d'une commune de banlieue. Et chez moi, il y a un marché de Noël, il y a le spectacle de Noël, il y a le cinéma de Noël. J'ai aucun problème avec ça. Et quand je croise des gens dans la rue, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur couleur, parce que moi, je m'adresse à des concitoyens, je leur dis Joyeux Noël. Voilà. Et je vais même vous dire, il y a des gens qui sont, moi, je suis absolument pas croyant, qui sont croyants ni de près ou de loin, ou qui peuvent être juifs, musulmans, etc. Quand vous leur dites Joyeux Noël, ils comprennent simplement que vous leur souhaitez de passer de bonnes fêtes et ils ont aucun problème avec ça. On se fait des nœuds au cerveau. Mais il y a quelque chose que vous avez dit qui est très important, c'est que qu'on fait ces conseils en communication. Vous avez tellement raison, c'est insupportable. Les candidats, on a l'impression qu'ils ne pensent plus à leurs conseils en communication, ils n'ont plus de bon sens, ils ne réfléchissent plus et il n'y a plus de nuance. La nuance est la preuve d'un manque d'engagement. C'est quand même terrible. D'ailleurs, je vois un petit peu les réactions des auditeurs sur le foie gras. J'ai jamais dit qu'il fallait interdire le foie gras, j'ai jamais dit qu'il fallait plus manger de viande, etc. C'est extraordinaire, on ne peut pas être nuancé. Ouais. Il n'y a plus de nuance aujourd'hui dans le débat public. Moi, quand vous dites que c'est minoritaire, je suis pas tout à fait. Alors on va laisser Jacques Miard répondre aussi, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce sont des minorités, mais qui tentent d'imposer à la majorité un mode de pensée, un mode de fonctionnement. Je veux dire, c'est le Joyeux Noël à 10 fois. Il y a une idéologie. Il y a une idéologie qui est là. Donc vous avez raison sur votre coup de gueule et sur l'emballement médiatique sur un truc qui n'était pas vrai, mais en même temps, on voit aussi de plus en plus. C'est pour ça qu'il faut résister, il faut rentrer en résistance. Alors Jacques Miard, vous en pensez quoi? Écoutez, c'est très simple. Mon collègue du Parti Socialiste a raison de dire qu'il y a eu une erreur de communication et Sophie a raison de dire qu'il faut arrêter de voir l'actualité avec, je dirais, les gourous communicants. Parce que ça, c'est un problème, moi j'en ai jamais eu et j'en aurai pas. Mais ce qui est clair, je viens de faire l'éditorial du magazine de la ville où j'ai dit Joyeux Noël. Et j'ai rappelé que Noël, c'est soit une fête religieuse pour certains, soit la nouvelle lumière, Noël grec et Hélios, qui est la nouvelle lumière du solstice d'hiver. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans notre civilisation, que ce soit chez les Germains, que ce soit chez les Celtes, ou que ce soit chez les Romains. Donc, il est manifeste que ça appartient à notre culture et il n'y a aucune honte à dire Joyeux Noël. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi qui suis agnostique, je peux vous dire que j'emploie cette expression et que je le dis très clairement. Mais gardons-nous justement des dérives et de oui-hégémonie, surtout quand c'est une opération commerciale, parce que là, c'est une erreur. Et puis voilà. Bon,
Je connais bien Éric Ciotti, c'est pas la chose faire. Hein. Il y a un moment, il faut arrêter aussi. C'est pas le genre à pas souhaiter joyeux Noël. Non, mais c'est le contraire. Il affirme ce qu'il est, mais c'est notre culture. Voilà, puis point barre. Ouais. Je continuais sur cette commissaire européenne donc, qui a rédigé un guide à l'intention des députés européens. Donc il ne faudrait pas l'utilisation du masculin par défaut doit être prohibée et l'adresse mesdames et messieurs remplacée par chers collègues. Elle est hors de sa compétence. Les termes à connotation genrée comme workman, ouvrier sont également à bannir. Mais c'est comme l'écriture inclusive. C'est pas la commission, c'est une parlementaire, non ? C'est une parlementaire, commissaire européenne. C'est inadmissible, ça. Inadmissible. C'est un document interne à la Commission européenne qui suggère de supprimer certaines expressions. Après, on s'étonne pourquoi on est anti-commission. Ben voilà. Non, mais c'est catastrophique. Allez, Nicolas Jeannetet, vous, c'est un coup de gueule ? Oui, c'est un coup de gueule pour revenir sur la crise migratoire qui est devenue aujourd'hui une crise diplomatique. En Biélorussie, on a un dictateur qui a fait venir des migrants pour servir de monnaie d'échange dans une relation diplomatique. La Pologne a construit un mur. Du côté de Calais, la Grande-Bretagne refuse toujours de renégocier les acteurs du Touquet et refuse d'accueillir des migrants. Et pendant ce temps-là, on enchaîne réunion sur réunion, on fait des réunions européennes, des sommets, on débat. Et pendant ce temps-là, vous avez encore 2-3 000 personnes qui sont en train de crever de froid à la frontière. À Calais, vous avez 1500 migrants, même si on leur donne un peu de nourriture le soir, qui dorment la nuit. Et je voudrais de quoi parle-t-on ? On parle quand même d'êtres humains qui ont quitté leur pays. Pas pour se faire plaisir, pas pour aller au soleil. Ils ont quitté leur pays parce qu'il y avait de la guerre, il y avait des règlements climatiques, parce qu'il y avait de la misère. Certains ont même, on l'a vu la photo, cherché à aller rejoindre son époux. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on palabre dans des sommets européens pour savoir ce qu'on va faire demain, il faut d'ailleurs le faire. Mais on ne résout pas immédiatement ceux qui sont en train de mourir à nos frontières. Je me pose la question tous les jours. Mais c'était très simple. Il fallait ouvrir en Biélorussie un hotspot, c'est-à-dire qu'il fallait ouvrir un bureau spécial d'immigration pour régler le problème de ces 3000 migrants qui étaient là. Et en Angleterre, il fallait demander à Calais, il fallait demander aux Anglais d'envoyer des fonctionnaires de l'immigration pour traiter les 1500 personnes. Vous avez raison, mais il y en a des triples le lendemain. Sans créer un appel d'air, parce qu'il fallait regarder bien les dossiers, en expulser certains d'ailleurs, renvoyer dans leur pays, mais comme forcément les pays sont en guerre, on ne va pas pouvoir les renvoyer, mais on ne peut pas laisser aujourd'hui, pendant qu'on palabre dans des discussions interminables, il y a des femmes, des enfants qui sont en train de mourir. Il y en a encore 2 qui sont morts cette nuit en Biélorussie, et hier ou avant-hier, il y a encore un jeune qui s'est fait par un camion, c'est pas par la mer, mais par un camion vers l'Angleterre. Donc il y a un moment, oui, il faut remettre à plat toute notre politique migratoire européenne, c'est évident, mais pendant ce temps-là, il faut régler le sort de ces personnes qui sont en train de mourir. Mais excusez-moi, je suis de centre droit, mais là j'ai honte, je suis indigné et j'ai honte pour mon pays. Voilà. Pas pour mon pays et pour tous les pays. Je partage totalement. Oui, Romain Collas. 31 morts la semaine dernière. Il y a une grande hypocrisie du Royaume-Uni qu'il faut quand même dénoncer sur cette affaire-là. Parce que l'appel d'air, en l'occurrence, ça me gêne toujours d'employer cette formule-là, mais j'en ai pas de meilleure à cette heure, s'agissant d'humains ainsi que vous venez de le décrire. Mais l'appel d'air, il existe vers la Grande-Bretagne pour la simple et bonne raison que malgré ces airs de matamor, Boris Johnson et son gouvernement accueillent, dès lors qu'ils ont survécu à cette traversée, accueillent les migrants parce qu'ils constituent pour l'économie britannique une main-d'œuvre à bas coût, taillable et corvéable à merci, et qu'elle est utile à la croissance britannique. Donc on a une formidable hypocrisie du gouvernement britannique en la matière, parce que l'appel d'air, il existe du fait même de la politique du travail au Royaume-Uni. Oui, mais je vous dirais que l'intégration se fait par le travail et que dès qu'il y a des émigrés qui trouvent à bosser, c'est bien. Et quant en France, il faut arrêter de dire que ils sont, on les paie. Il y a un SMIC, quand on le déclare, parce qu'il y a énormément d'entreprises. Mais donc on peut déclarer des gens qui sont en situation irrégulière. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la folie du pays. Vous savez que on rappelle votre livre, La France sans dessus-dessous. La France sans dessus-dessous. Je me bats avec la CGT contre ça, c'est tout dire. Vous avez besoin de
de 24 feuilles de salaire aux côtés avec la CGT. Vous avez besoin de 24 feuilles de salaire pour avoir des papiers et vous avez interdiction de travailler quand vous êtes sans papier. Donc, nous, c'est vrai, les boîtes les emploient, beaucoup dans des secteurs qui d'ailleurs n'arriveraient pas. La restauration, mais tous, etc., le bâtiment, l'aide à la personne, on les déclare, ils montrent des faux papiers, c'est pas au chef d'entreprise de vérifier, donc bon, voilà. Ils les déclarent eux-mêmes PD. Et au bout d'un certain nombre, ils ont le droit à un titre de séjour. Mais si vous vous faites piquer, entre guillemets, un contrôle, l'amende est gigantesque pour les chefs d'entreprise. On en a un actuellement qui a 4 crêperies, qui emploie des gens depuis 2 ans. Et nous demandons un permis de séjour pour ceux qui ont un contrat légal. Point. Après, vous vous débrouillez. Alors, Jacques Mière n'est pas d'accord. Oui, non, mais attendez. Salut les marchands d'esclaves, hein. Parce que franchement, quand j'entends ça, je suis révolté, Sophie. Révolté. Par quoi? Comme dans un pays où il y a 3 millions de chômeurs et qu'on n'est pas capable, effectivement, de les remettre au travail par la formation professionnelle, franchement, non. C'est exagéré. D'autre part, il faut savoir que ils veulent pas de boulot, ils sont beaucoup mieux au chômage pour ces boulots. Sophie, je suis désolé. C'est inadmissible ce que vous venez de dire. Inadmissible. Et vous êtes une marchande. Ça, c'est la réalité. Attendez, on doit marquer une pause. Je vous redonne la parole, Jacques. Je vous donne la parole. Et on va en débattre. On va y revenir parce que c'est un vrai sujet. C'est aussi la réalité. Il y a aujourd'hui, regardez les... Celle de Sophie de Menton. Alors, je suis marchande d'esclaves. Je vais vous raconter le témoignage d'un directeur de centre d'apprentissage. Vous allez voir ce que je vais vous dire. Merci. Les débats avec vous sur Sud Radio avec Jacques Miard, Nicolas Jeantet, Sophie de Menton et Romain Collat. Jacques Miard, vous n'êtes pas d'accord avec ce que disait Sophie de Menton? Non, mais je voudrais alors allez-y. Je suis marchande d'esclaves, je le répète pour les auditeurs. Un instant, Sophie, s'il vous plaît. Cette question de l'immigration, c'est un problème extrêmement complexe. Il n'y a pas une solution, il doit y avoir une série de solutions. Commencer par stabiliser la démographie des pays africains qui explose et qui aujourd'hui est un problème majeur, qu'on le veuille ou non. Hein. Quand vous avez 7 enfants par femme au Niger, quand vous avez le Nigeria qui va être à 350 millions d'habitants dans les projections que nous avons, l'Afrique est le seul continent où la transition démographique n'a pas lieu. Elle a lieu partout dans le monde, sauf en Afrique, qui est à notre porte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il faut casser l'appel. Et je suis d'accord avec Romain à ce propos, c'est qu'il y a un appel. Et que les Anglais sont dans une totale hypocrisie, avec des passeurs qui font des affaires sur ces pauvres gens. Et mais que non, c'est pas le problème des passeurs. Bah aussi, si. Mais s'il y a des passeurs, c'est qu'il y a une offre. C'est qu'il y a une offre. S'il y a des passeurs, c'est qu'il y a une offre. Écoutez-moi, c'est pas simplement... C'est pas des mafias, d'ailleurs. C'est le problème, effectivement, qu'on doit dire urbi et orbi, on arrête l'immigration pour contrôler les flux migratoires. Mais ça ne s'arrête pas, l'immigration. L'immigration zéro, ça n'existe pas, Jacques. Impossible, sans compter le réchauffement climatique, de migrer. Tous les pays, tous les peuples de ces pays lisent le livre ouvert dans notre politique et savent que s'ils y arrivent, ils auront des difficultés pendant 6 mois et qu'ensuite on va les régulariser. C'est exactement ce qu'il ne faut pas donner comme message parce que vous continuerez à avoir des gens qui vont venir. Donc c'est un problème d'appel qu'il faut casser. Bien sûr. Nous sommes responsables et les gouvernements sont responsables de ça parce qu'ils créent l'appel à longueur de temps. Et qu'on ne vienne pas nous dire... Parce que maintenant, en Syrie, il y a des zones qui sont tout à fait stabilisées et qui ne sont pas en guerre. En Irak également, il y a effectivement aujourd'hui un appel mondial à venir en Europe qui est le nirvana pour ces peuples. Donc, il faut pianoter sur toutes les dispositions, mais ne vous trompez pas, nous sommes au début des migrations et pas à la fin. C'est vrai, tout à fait. Alors deux choses très rapidement, Jacques. Après. Bien sûr, il faut arrêter cet appel d'air. Et je prendrai même l'exemple, excusez-moi, d'Anne Hidalgo qui avait lancé un slogan Refugees welcome, réfugiés welcome. Et d'ailleurs, en Afrique, je finis. En Afrique, effectivement, les jeunes sont sur leur Facebook et ils voient que sur Facebook, la mairie de Paris dit
réfugiés welcome, on va vous offrir l'école, etc. Et donc ils prennent le bateau et ils partent. D'accord. Ça c'est le premier point. Ouais. Deuxième, c'est l'exemple de mon fils. Mon fils, il est parti, en regardant Facebook, sans mafia, sans rien, ils partent. Ils quittent le Sahara. C'est pas Anne Hidalgo qui provoque l'émigration. Non, mais ça joue un peu. Vous parliez d'appel d'air. L'appel d'air, c'est un message. Il faut décourager. De mémoire, le message était une réaction à toutes celles et tous ceux qui, je me souviens, au moment des vagues migratoires qui étaient liées à la situation en Syrie, nous disaient que ces gens-là, il fallait les laisser crever à nos frontières. Non, il faut décourager, effectivement. Il faut éviter un appel d'air. Et d'ailleurs, il faut pour cela que les pays d'appel, les pays de départ, fassent des grandes opérations d'éducation dans les écoles pour décourager les jeunes. Bon, ça, c'est important. Et puis, il faut, bien évidemment, un plan Marshall de croissance partagée pour que ces pays se développent et éviter que les jeunes partent. Mais ils n'ont pas envie qu'ils restent non plus. Ils les mettent dehors. Mais non, ils ne les mettent pas forcément dehors. Bien sûr que si. Ils disent après tout qu'ils vont avoir des retours. Après, on ne pourra jamais empêcher, Jacques, c'est humain, on ne pourra jamais empêcher quelqu'un de migrer d'une région à une autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. C'est naturel. Il y a des règlements climatiques, il y a des guerres. C'est animal. Regardez, même nous, au niveau de la France, on a tous migré d'une région, pas moi, mais d'une région à une autre quand il y avait le Covid, parce qu'on était enfermés. C'est naturel de partir, c'est naturel de migrer. Bon, donc maintenant, il faut effectivement une nouvelle politique migratoire européenne. On ne pourra jamais fermer les frontières. Mais il y a un moment, il faut savoir maîtriser les flux. Or, aujourd'hui, on ne les maîtrise plus parce qu'on a Schengen qui est une passoire, on a des règlements européens et comme tu viens de le dire, on vous accueille et ils le voient et ils le savent. Donc, ils se disent on va en baver pendant 6 mois, voire 1 an et après... Banco. Oui, ils voient que ça dure parfois plus longtemps aussi. Alors Sophie, un petit coup de cœur, ça fait du bien. Oui, parce qu'on n'a que des coups de gueule. Et il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est un chef d'orchestre qui s'appelle Spinozzi, qui est un génie qui est reconnu mondialement. Et qui est évidemment, il a un orchestre, l'orchestre Mathéus, qui fête ses 30 ans, orchestre de musique classique, donc éblouissant. Et il est jeune, il doit avoir, 40 ans ou 45 ans, j'en sais rien. Il est éblouissant. J'ai été voir le 30e anniversaire au Théâtre des Champs-Élysées parce qu'il a lancé Mozart dans les cités. Et il est tellement doué que vous avez un concert de musique classique comme au Théâtre des Champs-Élysées samedi, et tout d'un coup, il démarre et c'est une chanson, la cantatrice chante Dalida. Et tout d'un coup, il fait participer et toute la salle chante. Et donc, il est chef d'orchestre de la salle. Et il est tellement doué. Il y a du rap. Tout d'un coup, Mozart, et ça succède à un morceau de rap. Et je trouve que quand on a des expériences comme ça, il est en dehors de cette administration culturelle qu'on peut avoir, ce clivage de musique classique avec les jeunes qui disent ras-le-bol. Voilà. C'est un génie. Il ouvre la musique absolument à tout le monde, avec une fantaisie incroyable. Il a une stratégie artistique. Et je pense que c'est une façon de réconcilier justement complètement les pays. Allez voir le site Mozart dans la cité, c'est absolument fabuleux. Sur Facebook d'ailleurs, ensemble Mathéus aussi. Et c'est une initiative culturelle qui est exceptionnelle. Il faut vraiment aller voir ça et se rendre compte qu'on réconcilie tout le monde avec un talent inouï. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. On va parler de Joséphine Baker, entre autres, et puis de la candidature d'Éric Zemmour. À tout de suite. Vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Joséphine Baker entre au Panthéon aujourd'hui. Un coup de griffe tout de même pour Rokhaya Diallo, Rokhaya Diallo qui a publié un article dans le Washington Post, une tribune en disant Joséphine Baker au Panthéon n'efface pas le racisme omniprésent en France. Donc voilà. Donc cette Diallo qui publie dans un canard américain qui s'est montré, je dirais, le paragon de l'esclavage. Alors qu'elle se taise. Oui, mais donc voilà, je trouve ça minable de faire ça. Alors je précise aussi qu'elle a entre deux défilés de mode, elle a dû dire ça. Oui, parce qu'effectivement, elle s'est fait épingler sur les réseaux parce qu'elle était habillée en Gucci, qui était épinglée pour faire travailler les Ouïghours. Enfin bref, tout ça, on n'en finit plus de cela. Mais surtout, elle préface aussi un livre, une sorte de, alors c'est ce que disent certains, une sorte de Mein Kampf. Je mets des
des guillemets, version woke, indigéniste, où le blanc est désigné comme une race en voie d'extinction et son patrimoine génétique, une anomalie de gènes récessifs. Voilà exactement le livre qu'elle préface. Donc je sais pas pourquoi elle fait ça, pourquoi ce besoin au moment où on honore Joséphine Baker. Et c'est quand même pas commenter. Alors moi. on ne l'aurait pas fait, on se serait fait insulter. On le fait, elle insulte la France. Je trouve ça assez minable. Passons. Oui, ne commentons pas. C'est tout ce que ça mérite. Oui, non, mais c'était bien de le dire. Bah oui, je trouve que voilà, 46 ans après sa mort, c'était en 75, elle revient. On redécouvre Joséphine Baker, on découvre que c'était une femme, une résistante, que c'est autre chose qu'une meneuse de revue avec des bananes autour de la ceinture et des plumes qui menait des revues. Elle a eu une vie assez incroyable. Une antiraciste. Antiraciste. Elle avait adopté. Peut-être qu'on peut réécouter je prends un peu notre réalisateur de cours, mais ce son qu'on a eu dans le zapping de Gilles Gansman ce matin, c'était un extrait, c'est une interview qu'elle donnait où elle expliquait pourquoi elle avait voulu adopter des enfants. 10 enfants, je crois. Ouais, 10 enfants. Absolument. Écoutez, donc c'est un document. Donc au départ, il y a la journaliste qui parle et vous l'entendrez après elle parler. Akio est un rescapé de la guerre de Corée. Marianne et Brahim, des survivants du massacre de Palestro. Chaque année, elle agrandit sa famille d'1 ou 2 bébés, poursuivant son idée. Et voyez-vous, j'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement d'incompréhension entre les êtres humains, les soi-disant adultes. Et j'étais sûre qu'avec de tout petits enfants innocents, ils pouvaient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale. 1968, 5 colonnes à la une. Vous vous rendez compte et là, ces enfants viennent justement lui rendre hommage aussi dans les médias. Vous disiez, Sophie, c'est ses enfants. Je disais que alors il faut savoir que quand on nomme quelqu'un au Panthéon, la seule personne qui a la décision exclusive, c'est le président de la République. C'était il a eu totalement raison. Et c'est assez et c'est malin parce qu'en fait c'est insaisissable comme position. De toute façon, il y a même pas de débat. Certains pourront dire que c'est la pop culture qui rentre au Panthéon, mais la question ne se pose même pas. C'est une danseuse, une figure de la résistante, de la lutte antiraciste. Elle a adopté 10 enfants, elle a été agent secret. Enfin, et moi j'ai appris tout ça finalement, je la connaissais pas bien. Mon pays est Paris, donc. Alors, si j'étais caricatural, pour faire peut-être la transition avec le sujet qui vient après, c'est pour ça qu'il y a parfois l'actualité percute. C'est l'anti-Zemmour. C'est exactement l'anti-Zemmour. Et le jour où il se Joséphine Baker. Mais je pense qu'il y a du surmoi il y a l'inconscient de Zemmour qui a parlé, qui lui a fait choisir cette date. Parce que c'est exactement l'anti-Zemmour. Il a peut-être fait exprès. Joséphine Baker, c'est l'universalisme, c'est la générosité, c'est les valeurs républicaines dans ce qu'elles ont plus beau. C'est l'immigration, c'est le fait qu'on s'apporte, les cultures entre elles peuvent s'apporter, peuvent fusionner et peuvent donner le meilleur. Bref, c'est l'anti-Zemmour, c'est l'anti-recroquevillement, c'est l'anti-haine, c'est la résistance. Et je le dis parce que moi j'ai été. Je veux dire, je suis socialiste et fils de pied noir. Donc autant vous dire que j'ai pas été élevé dans le culte de Gaulle. Mais moi je sais reconnaître, vraiment reconnaître, quel a été le rôle historique de Charles de Gaulle pour que la France existe. Chaque Française, chaque Français est aujourd'hui dépositaire. Il est l'héritier dans ses droits, dans ses libertés, de ce que fut l'action de cet homme seul à un moment. Et quand on en est au service d'une idéologie rance, dégueulasse, raciste, à réécrire l'histoire au point même qu'on va mettre sur le même point Pétain et De Gaulle, excusez-moi, on n'a même pas le droit de citer. Donc Zemmour déclare sa candidature, tant mieux, j'espère que ça fera un grand pchit. Et vive Joséphine Baker. Jacques Mira. Oui, non, je voudrais ajouter une chose. Premièrement, je trouve que c'est une décision qui effectivement vient à propos. Ça, c'est le premier point du président de la République. Deuxièmement, Joséphine Baker, elle est l'exemple, entre guillemets, de l'immigré réussi, c'est-à-dire qu'elle s'est intégrée à un pays en épousant ses valeurs. Et les valeurs, c'est celle de la citoyenneté, comme vient de le rappeler Romain. Mais c'est ce que dirait Zemmour. J'ajouterais une chose, c'est qu'elle a vécu très longtemps dans ma circonscription, entre guillemets, qui n'est plus la mienne maintenant, au Vésinet. Et donc, elle fait partie aussi de l'histoire des Yvelines. Et je voudrais le souligner, parce que c'est une très grande dame. Et quand on chante « J'ai deux amours, Paris, mon pays et Paris », c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais c'est ça qu'on attend, et c'est la raison pour laquelle il faut se méfier quand même
je dirais, des excès quand on montre du doigt tel et tel propos. Ce qu'il faut que nous fassions, c'est qu'effectivement l'assimilation, l'intégration peut réussir, mais que malheureusement, dans un certain nombre de cas, il y a un refus de l'assimilation avec la volonté d'imposer des lois religieuses qui ne sont pas les nôtres. Je vois sur Twitter quelqu'un qui dit « J'espère que la première question de Gilles Boulot ce soir à Éric Zemmour sera aujourd'hui est entrée au Panthéon une femme noire, immigrée ayant adopté et qui déclarait qu'il n'existe pas de préjugés racistes en France pour les gens de couleur. Êtes-vous fier ?» Je ne sais pas si Gilles Boulot posera cette question. Il va évidemment poser la question, pas de cette façon-là. Et Éric Zemmour d'ailleurs va répondre qu'il est... Et que justement il est fier que lui aussi est fils d'immigrés, d'origine algérienne. Il est vrai que c'est pas tout à fait pareil que ce qui se passe aujourd'hui. Aussi, il faut quand même un peu remettre les choses. Oui, non, c'est vrai. Pas le même. Le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas tout à fait le même, mais je sens que les gens sont plutôt d'accord. Globalement, il y a une forme de revenir 2 fois aux États-Unis à une époque où il y avait un racisme énorme, anti-noir, et elle est revenue quand même. Et elle est une des seules femmes à parler le jour dans ce fameux rassemblement à Washington, juste avant Martin Luther King, juste avant le fameux I Have a Dream. Oui. Ce jour-là, elle s'exprime devant la foule. Qui a un courage formidable. Femme catholique aussi. Alors un auditeur me dit, je ne le savais pas parce que j'ai pas tout lu sur Joséphine Baker. Alors lui il dit la grande escroquerie du Panthéon, la dépouille de Joséphine Baker va rester à l'étranger, à Monaco. Non, à Monaco. Mais oui, à Monaco, ça reste pas tout à fait la France. Et en fait c'est un cercueil contenant de la terre venant des 4 coins chers à son cœur qui sera installé au Panthéon. Je l'ignorais. Donc c'est un beau symbole aussi. Je vous livre cette information. Parlons donc d'Éric Zemmour, sa candidature dans quelques minutes. Il a mis un petit sablier ce matin sur Twitter. Il est en passe d'annoncer sa candidature sur les réseaux sociaux avec une vidéo qui a été enregistrée, un message aux Français qui sera diffusé tout à l'heure. Après cette annonce, il sera invité donc ce soir au journal de France 2. La CGT solidaire et des militants antifascistes ont déjà promis une manifestation pour faire taire Zemmour à 13h dans la capitale. On pourra parler également des antifas. Le timing, donc ça fait des semaines et des semaines que les uns et les autres pronostiquent de la date à laquelle il va s'exprimer. Bon, il fallait bien que ce soit un jour. Pourquoi aujourd'hui ? Est-ce que suite à ce qui s'est passé à Marseille, il a improvisé ou il l'avait vraiment décidé ? Vous en pensez quoi, Jacques Miard, en termes de timing ? Je vais vous dire une chose. Qui c'est Zemmour? Moi, je ne le connais pas. 17% d'intention de vote, enfin entre 14 et 17%. D'accord. On en reparlera. Donc, je ne vais pas lui faire de la pub. Donc, je préfère ne pas commenter. Oui, je pense qu'ignorer le phénomène n'est pas non plus très intelligent. C'est mépriser des tas de Français qui ont cru à un moment donné, surtout au début, il a donné un coup de pied dans la fourmilière. Il y a énormément de gens et tout le monde vous dit on est assez content qu'au début il ait donné un coup de pied à la fourmilière et il a inspiré des réactions sur la sécurité qui n'auraient peut-être pas eu lieu spontanément, qu'il est complètement disjoncté à un certain moment et certain. Il est certain qu'on n'a pas du tout envie, il n'a pas la carrure de se présenter, ni d'ailleurs les valeurs qui conviennent, mais je veux dire on ne méprise pas les gens qui ont cru. C'est d'ailleurs une déception certainement pour énormément de gens. Je ne méprise pas du tout les gens. Je veux simplement dire par là que plus on en parle, et c'est ce qui s'est passé dans les médias, plus il est monté. Donc c'est là le problème. Mais vous pensez que ça a été une création médiatique. Maintenant, je comprends parfaitement nombre de mes concitoyens qui ont le ras-le-bol d'un certain nombre de choses. Mais c'est à nous de le traiter et pas à lui. Oui, mais lui, il a réussi visiblement quelque chose. Il a réussi à sortir. Attendez, le chemin est long. Le chemin est long. Oui, de toute façon, c'est quoi à Marine Le Pen. Mais vous ne pouvez pas nier aujourd'hui qu'il a en tout cas, il est crédité d'entre 13 et 16% des votes. Certes, il a atteint un plafond, mais ce sont des Français qui ont dit qu'ils voteraient pour lui. Donc c'est pas. On ne peut pas l'écarter, on peut pas l'écarter en disant ça n'existe pas. La semaine a été choisie. La semaine qui a été choisie. Écoutez, non, mais là, je crois qu'on refait l'histoire. Ça a été une création médiatique à travers totalement. Et donc, de France 2, d'RTL et de CNews. Est-ce que ce sont les médias qui font les candidats? C'est tout le problème. C'est toute la responsabilité. Aux États-Unis, Trump a été aussi fait par les médias. Mais je suis d'accord. On est dans une société médiatique où malheureusement beaucoup de chefs d'État qui ont été évoqués
les thèmes qui ont été évoqués sont souvent des thèmes réels. Et ce n'est pas farfelu. Maintenant, les solutions, j'attends de voir. Non mais comme beaucoup, on pouvait aimer le polémiste parce que sur CNews, sur France 2, il provoquait un peu le débat, il nous permettait de réfléchir sur nous-mêmes, etc. Autant effectivement, le passage de polémique à journaliste, cette moue est très difficile et je pense que ça va faire plouf ou faire pchit, comme le disait la une d'un journal. Là d'ailleurs cette semaine. C'était Jacques Chirac. Mais cette semaine d'ailleurs. De toute façon, les médias sont en train de le lyncher. Alors, il est assez grand pour se lyncher tout seul. Mais Olivier, un auditeur a raison. Il dit Macron était aussi une création médiatique. Quand on voit toutes les unes qu'il y avait eu, on voit le résultat. Il avait été ministre. Enfin bon, quand même pendant un certain temps. Anne Hidalgo aussi, elle est à la une des médias. On n'a pas entendu Romain Colas. Moi, j'ai déjà dit beaucoup de ce que j'en pensais. Je pense que il avait arrêté depuis longtemps. D'après ce que j'ai lu, la volonté d'exprimer sa candidature, en tout cas cette semaine, pour la simple et bonne raison que le candidat de LR sera connu d'ici la fin de la semaine et qu'il voulait cranter, comme on dit en communication, il voulait cranter la séquence avant que LR ne désigne son candidat. Il est tellement en baisse qu'il fallait un moment qu'il remonte. Voilà, le déplacement calamiteux à Marseille. Et Zemmour, je vais vous dire, une qui doit se réjouir vraiment du fait qu'il reste dans le débat public, c'est Marine Le Pen. Parce que par ses outrances, elle a résisté. Par son discours aux antipodes, pardonnez-moi, d'un certain nombre de valeurs que tous les républicains peuvent avoir en partage, il la ferait presque passer pour une modérée. Et donc elle se régale, Marine Le Pen. Et aujourd'hui, on a des Françaises, des Français qui considèrent, ouh là là, je vais voter Le Pen pour faire barrage à Zemmour. Enfin, on en est presque là. Oui, alors avec quand même une grande question quand même aujourd'hui, est-ce qu'il y aura quand même un moment ou un autre une alliance Le Pen-Zemmour? Et ça, moi, désolé, j'y crois de plus en plus. Zemmour va baisser, il va baisser de plus en plus. S'effacer derrière une femme. Jamais. Son orgueil de mal. Jamais. À un moment, je pense que les intérêts vont se retrouver. D'ailleurs, les amis de Marine Le Pen sont beaucoup plus indulgents vis-à-vis de Zemmour depuis quelque temps. Et je pense que plus la date de l'élection présidentielle va approcher, plus il y aura effectivement entre les deux éventuellement un rapprochement. Enfin, il faut se poser des questions. Quand vous additionnez les deux, ça fait à peu près 35% des Français, Marine Le Pen Zemmour. Alors, excusez-moi, il faut se poser des questions. Ce matin, elle était l'invitée. Elle était l'invitée du Grand Matin Sud Radio et elle l'affirmait. Éric Zemmour est un polémiste, pas un candidat à la présidentielle. Il a beaucoup de qualités en tant que polémiste, moins en tant que candidat. Donc c'était ce matin sur... Macron, au début de son mandat, de ne pas être dans la posture d'un homme d'État, parce qu'il n'avait jamais été élu, il avait juste été ministre. Vous vous rendez compte, Zemmour, qui est un simple journaliste, qui n'a eu aucune fonction élective, mais comment il va se retrouver à la tête de l'État? On ne s'improvise pas du jour au lendemain homme d'État. Il y a des journalistes qui ont fait des carrières politiques, qui savaient tenir leur nerf aussi. Zemmour a un petit problème de comportement et d'absence de surmoi. Et d'ailleurs, il a pris la grosse tête. Ça fait un moment. On en sait, mais justement, ça peut nous permettre de parler, parce que beaucoup ont fait remarquer que ce doigt d'honneur était en réponse à un autre droit d'honneur, qu'on a assez peu parlé des agressions dont il est, sont inadmissibles légalement, dont il est l'objet, et de ces antifas qui, encore une fois, appellent à manifester. Alors, je vous propose qu'on marque une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci d'aimer Sud Radio. Les débats avec vous, avec Jacques Miard, Nicolas Jeantet, Sophie de Menton et Romain Colas. Alors on a un auditeur, Laurent, qui est en ligne avec nous, qui voulait réagir à notre débat à propos d'Éric Zemmour. On vous écoute, Laurent. Oui, bonjour à tous. Donc pour être rapide, je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs candidats avec des idées similaires à 80%. Pour avoir une chance de victoire au deuxième tour. Parce que si vous partez seul avec un idéal, eh ben, vous êtes au maximum de votre électorat, quoi. Vous avez déjà récolté toutes les voix au premier tour. Donc le barrage du premier tour, c'est-à-dire pour passer au second tour, est très important. Et s'il y avait même 5 ou 6 candidats de la droite similaires, ce serait encore mieux. Parce qu'il y aurait au moins un électorat total de plus de 50% à la sortie. Oui, alors la victoire serait acquise. Vous oubliez une chose, c'est qu'en politique, celui qui arrive en tête, même au premier tour, bénéficie d'une ce qu'on appelle une dynamique et est favori pour le second tour. Donc plus il y a candidats, par exemple, de droite qui sont autour de 10, voilà, c'est le candidat qui arrive en tête qui a toujours une dynamique. C'est comme ça. Et donc avoir trop de candidats peut défavoriser une famille politique. Oui.
Et puis ce qu'on peut souhaiter pour notre pays et notre démocratie, hein, même si je pense que l'élection présidentielle très objectivement rend fou, et qu'il y a quelque chose de pourri dans la Ve République, qui est une machine à créer de la désillusion. Non, ce qu'on peut espérer objectivement, c'est que le ticket d'entrée au second tour pour le deuxième qualifié sera plutôt à 20-25 qu'à 10 ou 15. Bien sûr. Parce que ça veut dire que les Françaises et les Français auront le choix entre vraisemblablement Emmanuel Macron, je crois, a ses chances d'être au second tour. Enfin, sauf accident de l'histoire, il a un socle qui est quand même assez solide et il est président sortant. Voilà. Mais si le choix, c'est entre Emmanuel Macron et quelqu'un qui a fait 10 ou 15, un Macron à 23, voilà, ça veut dire clairement que les Français devront choisir encore une fois par défaut. Ils en ont ras-le-bol et que ça va encore créer de la désaffection entre le pays, nos concitoyens et les institutions. Enfin, on peut pas dire que la gauche. J'ai plaidé avec Olivier Faure. J'appartiens à la direction nationale du Parti socialiste. J'ai fait partie de ceux qui ont contribué assez largement à ce que Olivier Faure devienne premier secrétaire du Parti socialiste quand j'ai dirigé sa campagne, puis ensuite son cabinet. Et tout ce que nous défendions, nous, c'est en ayant pris en compte les causes de la défaite des dernières présidentielles et législatives. Je veux dire, on peut pas se prendre une branlée pareille et se dire qu'on a fait tout bien et que les Français ont mal compris. Ce qui d'ailleurs nous a opposé un certain nombre de nos propres camarades. Voilà. Et la thèse que nous défendions, c'est que la gauche était dans une certaine façon dans une année zéro, qu'elle avait à se reconstruire et surtout à se rassembler. La vérité, c'est que les. Mais attendez, moi c'est facile des anathèmes, etc. Une chose sur Anne Hidalgo et je termine. Je regrette que la gauche dite de gouvernement n'ait pas été en capacité de se rassembler, notamment parce que Europe Écologie Les Verts a considéré que c'était l'erreur maintenant et qu'il fallait nous passer devant au détriment de l'intérêt peut-être supérieur de ce peuple de gauche qui continue à espérer de nous. Quant à Anne Hidalgo, alors je sais que l'Hidalgo bashing est à la mode. Non, c'est à Paris surtout. Et elle fait une campagne aujourd'hui au quotidien. Alors c'est pas Zemmour, c'est pas voilà, sans les caméras, elle est tous les jours dans la France, dans des villes moyennes, dans des métropoles de province. Mais écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Oui, donc il y a une campagne à bas bruit. Elle fait ce qu'on peut attendre, je crois, de quelqu'un qui prétend à diriger le pays. Elle va vraiment à la rencontre des Français, elle bosse. Et ben on verra quant au moment. Je ne prophétise rien. Voilà, je suis humble par rapport à ça. Mais à un moment, les Françaises, les Français se poseront la question des raisons qui vont motiver leur choix. Et donc les questions de pouvoir d'achat, les questions de... Attendez, laissez parler Jacques Mézard parce qu'il est à distance, donc c'est toujours difficile d'intervenir. Premièrement, je suis intimement convaincu que ces élections présidentielles vont mobiliser les Français parce qu'il y a une offre très diverse qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et donc il y aura une participation. C'est le seul scrutin qui mobilise les Français, d'ailleurs. Je vous rappelle, monsieur... Laissez-le terminer. On se calme, Nicolas. Laisse parler. Voilà, merci. Il est clair que, je rappelle qu'aux États-Unis, on a entre 35 et 40% de votants aux élections présidentielles. Nous dépasserons, je suis intimement convaincu, les 70, 75, voire 80. Donc ça, au premier tour. Ça, c'est évident. Donc, il y aura un débat démocratique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a quelque chose de pourri avec la Ve République. Non, je crois que le suffrage universel a raison. Donc, ça, c'est le point. Ensuite, bien évidemment, moi, je vais vous dire... En Allemagne, aussi, un suffrage universel, des coalitions... Il va falloir venir à une dialectique droite-gauche réelle. Droite-gauche, qui est le fondement même de la démocratie. Alors on nous dit c'est la même chose. Non, mais il y a des problèmes qu'il va falloir résoudre, que ce soit les problèmes d'investissement, que ce soit les problèmes de la réforme de l'Union européenne, que ce soit les problèmes de sécurité et autres. Ces problèmes-là, ils sont devant nous. Et donc c'est à nous de trouver des solutions et les Français nous suivront alors. Parce que les Français sont un peuple, politique. Ne l'oublions pas. Oui. Non, mais on critiquait un peu l'élection présidentielle, parce que c'est vrai qu'on tend vers un régime presque monarchique. On pourrait très bien faire une élection à la type allemande, et qui crée de la déception, qui crée des coalitions avec des vraies forces de gouvernement. C'est intéressant. C'est une réflexion. Macron, surtout n'introduis pas la proportionnelle. Parce que non, ça, moi, au contraire, c'est le meilleur moyen de rendre le pays ingouvernable. Sophie ?
Non, je pense que l'erreur fondamentale, en fait, c'est pas tellement Anne Hidalgo qu'il faut critiquer, c'est de l'avoir choisie comme représentante de la gauche. Parce qu'elle est sous influence des Verts, qui n'ont plus rien à voir avec la gauche, qui sont des idéologues absolus. Ah non, c'est pas vrai. À la mairie, elle est complètement sous influence des Verts. Il n'y a qu'à regarder ceux qui sont là-bas et qui voient. Donc, elle n'a pas les mains libres, elle ne peut pas développer des thèses de gauche. On aimerait avoir une opposition. Moi, je ne suis pas à gauche et je considère qu'un pays doit avoir une opposition très respectable et avec laquelle on peut dialoguer, etc. Les extrêmes n'ont pas d'intérêt. Et finalement, notre pays, se résume maintenant à des Montebourg, à des Zemmour, etc. C'est très ennuyeux. Donc, je pense qu'il y a à gauche je pense à Cazeneuve qu'on a reçu à Éthique, qui est un homme d'État. C'est vraiment terriblement dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un de cette trempe qui soit présenté. Il y en a d'autres. Un homme d'État, mais il n'est pas charismatique, non. Oh, non. Faux. Bon, en tout cas, Anne Hidalgo, de toute façon, je pense maintenant, contrairement à ce que je pouvais penser il y a quelques jours, va continuer, puisque les Verts sont empêtrés maintenant, sont en train de baisser, et sont empêtrés dans les affaires de Nicolas Hulot. Et donc aujourd'hui, le départ d'Anne Hidalgo vers les Verts, je pense maintenant, est impossible, parce que les Verts ont déjà un problème existentiel aujourd'hui à résoudre au sein de leur famille politique. Et donc, voilà, je pense et maintenant... donc, elle n'est pas sous l'influence des Verts dans cette élection présidentielle, précisément, elle est en concurrence avec Jadot, qui va peut-être aller rejoindre Hidalgo maintenant. Récemment, mais depuis qu'elle est à la mairie... Ce serait une excellente idée, puisse-t-il entendre ton appel? C'est vrai, mais depuis qu'elle était à la mairie, c'était le cas à Paris. Maintenant, ça a changé. Qu'est-ce que vous dites, Jacques Miard? Il faut offrir du foie gras au vert, comme ça la réconcilie. Allez, et pour finir, une nouvelle perle de Rokhaya Diallo, l'attention portée aux courbes de Joséphine Baker m'indispose. C'est de la jalousie, vous croyez? Oh, là, ça c'est... vous lui répondez... Une réflexion de machiste. Attention, vous allez... je vais être attaqué, là. Non, mais comme vous avez dit hors antenne, si elle pouvait être indisposée en silence, ça nous arrangerait aussi. Allez, on va se quitter avec Joséphine Baker, J'ai deux amours.